Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par Sylvain Badina, notre directeur métier et ancien expert comptable. Webinaire qui fait suite à un webinaire qu'on a fait il y a 15 jours, 3 semaines, Sylvain, sur les loueurs meublés. Le premier épisode, entre guillemets, de cette série de webinaires était plutôt destiné aux évolutions de ce statut de loueur meublé, des évolutions légales, les définitions de ce qu'étaient ces loueurs meublés. Et aujourd'hui, on va se consacrer plus spécifiquement sur la comptabilité de la location meublée, notamment avec le logiciel Maconta, et vous présenter comment tenir votre comptabilité en loueur meublé sur nos différents outils. Petite information, on va vous partager dans l'onglet conversation un lien. On a créé une nouvelle page dédiée au webinaire associée à notre site internet qui va vous permettre de visualiser à la fois nos replays et à la fois avoir le programme des prochains webinaires qu'on a prévus. Du coup, n'hésitez pas à aller la consulter. Vous pourrez déjà vous préinscrire aux différents webinaires, ainsi que la fin du webinaire. Comme d'habitude, vous allez recevoir une petite enquête directement sur vos écrans. Du coup, ne quittez pas trop rapidement la salle pour pouvoir y répondre. Ça va nous aider à améliorer un petit peu notre discours, aborder peut-être des sujets que vous auriez aimé avoir voir aborder et avancer pour répondre à vos besoins sur ces webinaires. Sylvain, je te laisse la main pour lancer la présentation sur la comptabilité en location meublée. Merci Quentin pour l'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je vais tout de suite vous partager mon écran. Hop, avec un tout petit peu de théorie et un tout petit peu de diaporama. Donc effectivement aujourd'hui on est sur le cas pratique de la location meublée dans le logiciel maconta.fr. Le plan qu'on a prévu, hop, c'est de reparler juste des seuils pour que tout le monde sache bien dans quel cadre on se trouve. Le paramétrage dans maconta.fr, la récupération des opérations bancaires, des contrôles de saisie. Deux points qui sont un peu spécifiques à la location meublée, puisqu'on a des immeubles, donc c'est l'emprunt qui finance ces immeubles et les immobilisations, et la déclaration de fin d'année. Au niveau des seuils, je vous rappelle qu'il y a deux régimes d'imposition, le micro-BIC et le régime réel. Le micro-BIC, c'est un régime d'imposition forfaitaire. On est imposé selon les recettes qu'on a encaissées après application d'un abattement forfaitaire. Et le régime réel, c'est une imposition au réel du résultat qui est déterminé par la différence entre les produits et les charges. Donc on déduit les charges qu'on a réellement payées, y compris un amortissement du bien dessus. Donc c'est un des intérêts du régime réel. Normalement, ça doit pouvoir permettre de réduire la base imposable chaque année. Les seuils, ils avaient bougé entre 2024 et 2025, donc certaines personnes peuvent se retrouver à être obligatoirement dans un régime réel, puisqu'en fait, pour être dans un régime de micro-BIC, il faut être en fonction inférieur au seuil. Donc pour la location longue durée, 77 700 euros. Là, c'est plus le cas du logement étudiant ou du logement qu'on loue et qui est déjà meublé. Pour les meublés classés et les chambres d'hôtes, le plafond de recette est passé de 188 700 à 77 700. Et pour les meublés non classés, le plafond de recette est passé de 77 700 à 15 000 euros. Donc, vous voyez des seuils qui sont atteignables plus rapidement. Et en même temps, le montant de l'abattement du micro-BIC a été réduit aussi dans ces deux régimes, puisqu'on est passé de 71% à 50% pour les meublés classés et les chambres d'hôtes, et de 50% à 30% pour les meublés non classés. Donc on a à la fois des gens qui vont basculer dans le régime réel, puisque leur recettes dépassent le seuil, et à la fois des gens qui ont peut-être intérêt à se poser la question de basculer dans un régime réel, puisque l'abattement est moins favorable.
Question qu'on nous a posée depuis le dernier webinaire qu'on n'avait pas abordé, c'est ce que j'ai appelé des biens mixtes, donc des biens qui sont à la fois loués et utilisés à titre de résidence secondaire. Donc on va citer un studio à la montagne ou une résidence, un appartement au bord de la mer, dans lequel, en tant que propriétaire, vous pourriez louer 2, 3, 4 semaines et y passer quelques temps, vous aussi. Sur ces éléments-là, le conseil de base, c'est plutôt de se mettre dans un régime micro, alors bien sûr sous réserve de respecter les seuils, puisqu'en fait la part déductible des recettes doit être proratisée en fonction de la durée locative par rapport à la durée de l'année. Et donc, bah, si on loue 2, 3 semaines, finalement, on déduit pas grand-chose dans le régime réel. Et je reviendrai sur cet écran quand on sera sur les amortissements. Je vais donc basculer sur le logiciel. Donc j'ai un dossier que j'ai créé. L'idée c'est de commencer par regarder les paramétrages. Je vais essayer de grandir un petit peu mon écran. Hop, hein, pour qu'il prenne toute la place, toute la largeur. Voilà. Donc l'idée c'est de regarder les paramétrages qu'on va trouver dans mon dossier. Et bah, le premier qu'on peut regarder c'est un paramétrage fiscal. De savoir si vous êtes assujetti ou pas à la TVA. Mon dossier, je ne l'ai pas assujetti à la TVA puisque c'est le cas de la majorité des locations meublées où on peut être assujetti à la TVA quand on fait du para-hôtelier. On l'avait vu la dernière fois. Donc là, moi, je suis parti sur un dossier non assujetti à la TVA. Les autres paramétrages qu'on va trouver, ben, c'est les paramétrages de comptabilité. Euh, on va retrouver les dates de l'exercice. Moi, je suis sur mon année 2025. Dans mon dossier, j'ai déjà traité mon année 2024, donc ça nous permettra d'avoir un comparatif. Le type de comptabilité entre recettes-dépenses et créances-dettes. Là, vous avez deux façons de faire. Recettes-dépenses, on va enregistrer toutes les recettes en charge et créances-dettes, on va d'abord enregistrer les factures qu'on émet aux clients et les factures qu'on reçoit de nos fournisseurs. Pour le besoin, je vais me mettre en recettes-dépenses, puisque moi, je vais vous montrer qu'effectivement comment on traite la banque et quelles sont les opérations de fin d'année qu'on doit faire quand on est en régime réel. La catégorie fiscale, c'est des bénéfices industriels et commerciaux. Le domaine d'activité, c'est le domaine de loueur meublé. C'est ce domaine-là qui va vous apporter un plan comptable standardisé et avec des comptes qui existent déjà, qui sont adaptés aux loueurs meublés. Et puis après, sur les autres paramétrages, normalement, bah, on n'a pas d'emploi de salariés. On est souvent sur des dossiers en euros. On peut activer le rapprochement bancaire, on peut activer le lettrage. On avait déjà fait des webinaires dessus. Et si vous avez un expert comptable, je vous invite à l'indiquer. Ça permettra de mettre son nom dans l'alias fiscal et d'avoir la validation de l'expert comptable. On avait vu aussi dans l'onglet fiscal, je l'ai pas dit, mais qu'on a le paramétrage quand on a un organisme de gestion agréé. Hop. Qui était ici pour pouvoir renseigner son organisme de gestion agréé. Comme je l'ai dit la dernière fois, la comptabilité de loueur meublé, c'est pas très compliqué en soi quand on roule et que c'est de la comptabilité récurrente. Ce qu'il faut, c'est bien partir du bon pied pour ces histoires d'amortissement et de durée d'amortissement notamment. Voilà sur la partie paramétrage dans le dossier, puisque j'ai activé un dossier de loueur meublé, mon plan comptable qui est ici est déjà pré-paramétré, j'allais dire, avec tout ce dont j'aurais besoin. Donc, je rentre pas spécifiquement dans le plan comptable. Et on peut créer les banques. En général, on a une banque. Moi, j'ai mis des banques pour faire des tests de synchronisation que je vais vous montrer. Hop. Voilà.
Donc le paramétrage dans maconta.fr, on vient de le voir. Le point d'après, c'était la récupération des opérations bancaires. Pour ce faire, donc on avait aussi déjà fait des webinaires spécifiques sur la synchronisation bancaire. Je vous remontrerai le processus de synchronisation. La synchronisation, c'est le fait que on va aller rentrer et transmettre nos identifiants de connexion à un agrégateur qui est une société certifiée, contrôlée par la CPR, qui est l'autorité qui régule les marchés bancaires, qui va à partir de ces informations de connexion, aller récupérer les opérations bancaires auprès de votre banque et nous les transmettre. Et donc, c'est cette opération-là qui permet d'alimenter automatiquement la comptabilité de toutes les opérations. Donc, moi, j'ai un dossier une banque que j'avais créée pour faire un test de connexion. Et donc, quand je suis dans saisie simplifiée, je prends ma banque test connexion, je vais aller sur mon petit importer un relevé bancaire et je vais aller faire de l'import automatique. Donc, comme je vous le disais, là, on ouvre la petite fenêtre pour aller se connecter avec la société. Là, on en a deux, là, c'est la société Powens que j'ai choisie. On va aller chercher sa banque, il y en a plus de 300, donc normalement vous devez trouver la vôtre. Et moi j'ai un compte de test. Donc je sélectionne réponds aux questions. On va me demander de m'authentifier de la même façon que si j'allais m'authentifier sur mon compte bancaire en ligne. Donc ça peut être votre login, mot de passe. Ça peut être une confirmation par SMS. Ça peut être une authentification avec votre téléphone. C'est vraiment le même processus de connexion que quand vous faites un paiement ou autre. L'agrégateur se connecte à notre banque, va nous proposer les comptes qu'on a sur cette banque. Vous allez sélectionner le compte que vous voulez synchroniser et on va lancer la connexion. La première fois, cette connexion prend un petit peu de temps et donc il faut la récupération peut prendre un petit peu de temps, il faut le laisser faire. C'est pour ça que moi j'avais mis une synchronisation, une banque qui était déjà synchronisée pour pour vous montrer comment ça marchait ensuite. Forcément. Hop, je vais prendre ma banque. Pardon, c'était celle-là. Donc, quand on a les écritures bancaires qui arrivent, eh ben, on récupère la date de l'écriture, le libellé de l'écriture et le montant en dépenses ou en recettes. Et on peut faire des classifications automatiques. Donc, mes classifications automatiques, elles ont été paramétrées ici. Quand je lui ai dit, dans mon dossier, pour mon test, j'ai deux associés, un associé 1 et un associé 2. Et ben, quand j'ai un libellé qui contient associé 1, je lui ai demandé de me le mettre dans le compte de l'exploitant 1. Quand j'ai mes charges de copropriété, non, c'est mon remboursement de charges, je l'ai mis dans mes loyers. Pareil, mes charges de copropriété, je lui ai demandé de le mettre dans un compte de dépenses de charges de copropriété. Et donc, toutes mes dépenses ont été imputées automatiquement grâce à ces règles. Je peux vérifier si j'ai des dépenses qui n'ont pas encore été imputées en regardant si j'ai un compte d'attente. Il me semble que j'en ai une. Tac. Voilà. Là, j'ai un compte d'attente, donc j'ai une dépense qui n'a pas été imputée. Je peux faire l'imputation directement ici, ou je vais garder mon compte d'attente pour vous montrer après comment on fait les modifications. Donc là, je pourrais lui dire que ma chaudière, je la mets dans un compte spécifique pour la chaudière. Une fois que j'ai fait mes imputations, je peux importer mes écritures en comptabilité. Je pourrais toujours revenir modifier mes imputations après.
Et voilà, donc je me retrouve avec mes dépenses qui ont été faites tous les mois, de janvier jusqu'à, alors moi j'avais mis toute l'année, donc de janvier jusqu'à toute l'année, pour simuler cet élément. La comptabilité, vous pouvez la faire au fil de l'eau, c'est ce qu'on vous conseille à chaque fois, parce que ben, vous êtes au courant de ce que vous avez fait. Ça vous permet de suivre aussi et de vérifier que vos loyers sont bien payés régulièrement. Et puis ça évite de se reposer des questions avec beaucoup de décalage. Vous pouvez aussi la faire une fois par an. Par contre, il faut paramétrer au plus tôt la synchronisation bancaire pour qu'on ait le plus de recul possible et le moins de saisies manuelles. Donc, on a fait la récupération des opérations bancaires. On va aller voir les contrôles de ce que nous avons saisi. Un premier élément à contrôler, hop, on va aller dans les éditions comptables, on va aller regarder une balance. Donc la balance, c'est ce qui vous présente tous les comptes mouvementés avec la saisie qu'on a faite. On a un compte banque qui affiche le solde de toutes les opérations que j'ai saisies. Ici, en l'occurrence, 4 431 € et 2 centimes. Si vous avez saisi correctement et si vous avez importé correctement toutes les opérations, c'est le solde que vous devez avoir sur votre relevé bancaire. Dans cette balance, on voit que j'ai un compte d'attente et donc on va aller voir le compte d'attente. On voit que j'ai des charges qui ont été enregistrées, mes charges de copropriété, de l'assurance, des frais bancaires, la contribution économique et territoriale, la fameuse CFE. On a un webinaire la semaine prochaine, vendredi prochain, sur la CFE qui est à payer avant le 15 décembre. Qui normalement est due par tous les exploitants en location meublée, la taxe foncière, et puis ben, ça, c'est les loyers que j'ai encaissés. Donc pour aller modifier mon compte d'attente, je peux passer par le menu interrogation recherche de compte, et donc je vais aller demander mon compte d'attente et voir mes opérations. Donc j'ai deux lignes qui sont en compte d'attente, un fournisseur qui s'appelle la TBT et dans mon exemple le remplacement d'une chaudière. Je vais double-cliquer sur mon écriture et je vais retourner directement dans le mois de mars 2025 et je vais pouvoir aller modifier mon écriture en lui indiquant quelle était la nature de la dépense. C'est-à-dire qu'on était dans de l'entretien et de la réparation. Et donc j'ai validé ma dépense. Tac. Mon compte d'attente, je n'ai plus qu'une seule ligne. Et donc, j'ai une chaudière qui a été changée. Donc là, on est sur une dépense de plus de 600 € TTC. Elle fait 1575 €. C'est de l'investissement. Je ne peux pas la mettre en charge. Je suis obligé de l'amortir sur la durée de vie prévisionnelle de la chaudière. Donc, je vais aller, pareil, modifier mon écriture du compte d'attente. Et aller indiquer que c'est un complément à mon bâtiment, installation générale, agencement des bâtiments. Hop. Et donc, j'ai créé une nouvelle immobilisation. Il faudra que je la rentre dans mon logiciel d'immobilisation que je vais vous montrer tout de suite après. Et après, sur les contrôles, on est plutôt bon. Moi, je vous conseille, du coup, là, je peux faire une balance comparée avec mon année précédente. Et ben, c'est de vérifier dans votre balance. Donc, le solde comparé, c'est mon année 2024. Le solde de la période, c'est mon année 2025. De vérifier qu'il ne me manque pas de gros éléments. Voilà, j'ai par exemple cette année l'entretien qu'on a saisi tout à l'heure, le fournisseur ATBT, j'en avais pas l'année dernière. Et typiquement, cette année, il me manque les intérêts des emprunts et les dotations aux amortissements que je n'ai pas encore comptabilisé. Ça fait partie de ce que je vais vous montrer après. Donc ce comparatif-là permet de s'assurer qu'on est cohérent entre les deux éléments. Je vois que j'ai un petit peu plus de loyer. Donc un petit point technique sur la partie loyer, différence entre le micro BIC et le régime réel, qui concerne d'ailleurs pas que les loyers. En micro BIC,
pour la partie loyer, vous devez déclarer la totalité des mouvements bancaires que vous avez reçus au cours de l'année. En régime réel, vous devez déclarer la totalité des mouvements, des opérations qui concernent l'année. Alors, je vais aller voir dans mon compte de loyer les mouvements que j'ai encaissés. Et donc, vous voyez, j'ai mon locataire qui me paye correctement le 2 janvier, tous les mois. Ça, c'est l'année dernière, pardon. Oui, parce que je suis borné à la date. Hop, je vais me borner jusqu'au 31 décembre pour avoir l'exemple que je voulais vous montrer. Par défaut, j'ai la date. Et le 31 décembre, mon locataire m'a payé mon loyer du mois de janvier 2026. Ce loyer du mois de janvier 2026, en régime micro BIC, je vais le déclarer puisque j'ai encaissé ça en 2025. En régime réel, je ne vais pas le déclarer, je vais le décaler à l'année prochaine. Et donc, pour décaler ce loyer, qui représente 690 euros, 630 plus 60, je vais pouvoir aller passer une opération diverse en décembre. Donc, je vais l'appeler loyer janvier 2026. On a dit 690 euros. Et je vais le mettre dans un compte d'acompte puisque je l'ai perçu en avance. Donc, j'ai enregistré le loyer que j'avais perçu en avance. Si je vais regarder maintenant mon compte de loyer, je vais tout de suite modifier la date pour ne pas me faire avoir dans l'édition. Voilà. J'ai mon loyer qui a été annulé pour 690 euros et du coup, j'ai bien uniquement tous les loyers qui correspondent à l'année civile 2025 que je dois déclarer. Le loyer, il faudra que je le déclare en 2026, donc je l'ai annulé en 2025. Je peux tout de suite aller, ce qu'on appelle contrepasser cette écriture. Donc je vais lui dire que cette écriture-là, je la mets dans l'autre sens au 1er janvier 2026. Et donc, de cette façon-là, je vais recommencer ma nouvelle année 2026 avec mon loyer de janvier qui sera bien intégré dans ma déclaration de l'année prochaine. Donc, je le répète, ça, c'est une opération à faire quand on est en régime réel, à ne pas faire quand on est en régime micro, puisque quand on est en régime micro, c'est les montants qu'on a encaissés qu'on doit déclarer. Et c'est une opération à faire aussi bien sur les recettes que sur les dépenses quand on est en régime réel. Donc si vous avez des décalages sur vos dépenses de choses que vous avez payées début 2026 qu'il faut mettre en 2025, et ben c'est la même gymnastique. On poursuit avec le montant des emprunts. Donc sur ce bien-là, j'étais endetté puisque j'ai financé mon bien par le biais d'un emprunt bancaire. Et donc j'ai mon emprunt bancaire, je devais 211 000 euros jusqu'à présent, et j'ai mon remboursement d'emprunt qui fait 848,63 euros, et mon assurance d'emprunt qui a été comptabilisée ici qui fait 25,81 euros. Donc j'ai bien mes 12 mouvements bancaires de remboursement d'emprunt. Dans cette part-là d'emprunt, vous savez que vous avez une partie de capital et une partie d'intérêt. Normalement, quasiment toutes les banques le font, sinon vous avez votre tableau d'amortissement de l'emprunt. Déjà, sur les tableaux d'amortissement des emprunts, souvent on a un total de l'année. Et donc sur ce tableau d'amortissement ou sur un courrier que vous recevez à part de votre banque, vous avez le total de ce que vous avez payé en intérêt pour l'emprunt dans l'année et le total de ce que vous avez payé en assurance pour l'année. Ça, on va aller passer pareil une écriture en opérations diverses de façon à les comptabiliser et pouvoir déduire la charge qui correspond à ces montants.
Donc je vais me remettre en décembre 2025. Je vais le passer qu'une seule fois. Ça, c'est une mesure de simplification et le résultat est le même. Vous pourriez le passer tous les mois si vous voulez le passer tous les mois. Donc j'ai mes intérêts de l'emprunt, hop, hop, 2025, que je vais mettre en intérêt. Hop. Admettons que mon document me dise que j'en ai pour 1878 euros. J'ai mon assurance de l'emprunt qu'on a vu. J'avais 25 euros et quelques fois 12, donc ça doit me faire quelque chose comme 310 euros. Il faudrait que je fasse le calcul précisément. Que je vais remettre en moins de mon emprunt. De cette façon, j'ai comptabilisé mes intérêts d'emprunt et mon assurance d'emprunt. Si je retourne dans mon compte d'emprunt, j'ai donc mon capital qui a été mouvementé de ce montant-là et le solde doit être conforme à mon tableau d'emprunt que j'ai et que la banque m'a donné. C'est ce qui me reste à rembourser au 31 décembre 2025. On arrive au sujet qui est le sujet le plus sensible, qui sont les immobilisations. Euh, Comme je vous l'avais dit la dernière fois, la difficulté, c'est de retenir les différentes durées d'immobilisation. Donc, pour rappel, sur le terrain, il ne perd pas de valeur avec le temps, donc il n'est pas amortissable. Il faut juste réussir à déterminer sa valeur, ce qui n'est pas évident, mais je vous renvoie à notre précédent webinaire. Pour les bâtiments, la règle, c'est la décomposition. Je vais vous montrer que je l'ai faite dans mon dossier. Règle pratique, si vous mettez 40 ans sur la valeur et que vous avez enlevé le terrain, vous verrez que vous n'aurez pas trop de problèmes. Et pour les travaux et les meubles, une durée proche de l'échéance, donc pour les travaux 10 à 25 ans, pour les meubles 5 à 10 ans. Pour mon logiciel, comment ça se passe? J'ai du coup mon logiciel d'immobilisation dans lequel j'ai mes immobilisations qui existent, donc qui sont reportées d'une année sur l'autre, hein. Ça veut dire que mon logiciel, je l'avais acheté le 3 décembre 2021, que j'avais affecté 60 000 euros au terrain non amortissable. Et puis après, j'avais décomposé mon immeuble en estimant la construction à 50% du prix, l'électricité, les menuiseries extérieures, le ravalement et un petit peu de mobilier qui était présent dedans, puisque quand je l'ai acheté, par exemple, la cuisine était équipée. Et cette mention figurait dans mon acte. Logiquement, là, quand vous faites cet amortissement-là, vous devez prendre en compte, et le prix total que vous avez, c'est celui, y compris les frais de notaire que vous avez pu payer, et qui sont répartis dans les différentes catégories. Si vous vous souvenez, j'ai changé une chaudière cette année, donc je vais aller comptabiliser ma chaudière. Donc, je vais créer une fiche d'immobilisation, chaudière. J'ai plus le montant avec les centimes en tête, mais c'était 1575 euros. Le fournisseur, vous pouvez le mettre si ça vous permet de suivre votre fournisseur. Et donc, on va compléter ça en installation générale. Et je ne sais plus quand je l'avais acheté, on va dire que je l'ai changé le 1er octobre avant la période de chauffe. Par défaut, on vous a proposé 10 ans. Si vous pensez que la chaudière doit être amortie sur 12 ou 15 ans parce que la durée de vie est plus importante, vous pouvez modifier la durée. Vous serez pas, si vous avez des durées raisonnables, vous ne serez pas embêté sur cette partie-là. Et donc, ben, on a le plan d'amortissement qui se calcule et on va déduire la chaudière par 12e dans mon exemple, donc 131 euros tous les ans.
Je peux maintenant comptabiliser mes dotations. Donc mes dotations, elles ont été calculées par le logiciel avec tout ce que j'ai saisi, et je vais comptabiliser automatiquement une écriture de dotation qui donc a été faite par le logiciel. Il me dit que tout s'est bien passé. Et cette écriture de dotation, je vais la retrouver, pareil, toujours au même endroit, dans mes saisies d'opérations diverses, au mois de décembre. Donc au mois de décembre, j'avais mon loyer qu'on a saisi ensemble, mes intérêts d'emprunt, et maintenant j'ai mon écriture de dotation qui m'a permis de générer 5 533 € de charges que je n'aurais pas eu forcément eu en micro BIC. Le point d'après, c'était la partie déclaration. Donc, on a deux types de déclarations. Le micro BIC, on doit tenir un livre des recettes et un registre des achats. Je vais vous montrer que le logiciel vous permet de les éditer en cas de contrôle. Et on n'a pas de déclaration spécifique, c'est juste un report dans votre déclaration personnelle de revenus. Je vais vous montrer quels chiffres vous devez reporter. Et on a le régime réel. Donc là, on a tenu notre comptabilité, c'est tout ce qu'on a fait. Vous avez, en cas de contrôle, l'obligation de produire un FEC. Euh, c'est ce qu'on c'est ce que le logiciel fait, donc ça, pas de souci. Et on va vous montrer comment on fait la déclaration de résultat numéro 2031, qui permet de déterminer le résultat fiscal. Et ce résultat sera reporté dans votre déclaration de revenus personnels, la même que celle du micro BIC, la même que celle où vous avez vos retraites ou vos salaires. Dans le logiciel, comment ça se passe? Si je suis en micro BIC, eh ben, je peux éditer euh, tac, édition comptable, un grand livre des comptes de recettes, c'est ça, hein, le livre des recettes. Donc c'est tous les comptes qui commencent par 70, du 1er janvier au 31 décembre 2025. Et donc j'ai toutes mes recettes, et c'est ce montant-là que je vais déclarer, sur lequel j'aurai un abattement de 30% ou de 50% en fonction du bien que j'ai, savoir si c'est un bien non classé, un bien classé, une chambre d'hôte ou une location longue durée. Pour la partie micro BIC, le logiciel vous permet de sortir vos informations. De la même façon, on vous demande un registre des achats. Le registre des achats, c'est tous les comptes qui commencent par 6. Et de la même façon, du coup, vous avez votre registre des achats. À vous, après, d'avoir les pièces justificatives qui correspondent aux dépenses, donc la copie de la facture du fournisseur Activity, les relevés de charges de copropriété dans mon exemple, le justificatif des intérêts de la banque dont on s'est servi pour les comptabiliser. Pour la partie régime réel, c'est ici, normalement vous n'en avez pas besoin, que vous pouvez éditer le FEC, mais voilà, c'est possible. Et surtout, vous devez faire votre déclaration fiscale 2031 et annexe. Donc on est dans le module déclaration fiscale, liasse fiscale. Moi, j'avais fait hier ma déclaration pour préparer du 31 décembre 2024. Je vais créer une nouvelle déclaration. Donc, dans la majorité des cas, on est en régime simplifié avec un feuillet 2033 et 2031. On pourrait être en régime normal si on a vraiment beaucoup d'activités. Et je choisis mon exercice 2025, qui est celui qui est activé par défaut. Malias va être recalculé. Si jamais je fais des modifications, parce que je me rends compte en faisant Malias que j'ai une erreur, je pourrais recalculer Malias avec cette petite calculatrice. Et votre liasse, elle se présente, donc c'est ce qui va permettre de la transmettre aux impôts avec votre identifiant, la déclaration des professionnels, donc un OGA si vous en avez un expert comptable si vous en avez euh, un autre conseil si vous en avez un, le régime fiscal qu'on a mis, la période et la période de l'exercice précédent. Et après, on a le bilan simplifié, le compte de résultat, donc qui reprend tous les éléments de la balance, les produits moins les charges qu'on a édité tout à l'heure. On voit là que je suis en déficit, hein, résultat, alors je vais le prendre avec
la totalité avec les intérêts d'emprunt, je suis à moins 2883. Ça, c'est le résultat comptable. Je vous l'avais dit, et puis c'est apparu dans la petite slide que j'avais, que mes amortissements, qui sont ici, 5 533 €, ne peuvent pas me générer un déficit. Il y a un article du Code général des impôts qui l'interdit. Donc vu que là je suis en déficit et que mon déficit est inférieur au montant de mes amortissements, il va falloir que je fasse un petit retraitement fiscal. Donc c'est ce qu'on appelle une réintégration. On va le mettre en divers. Donc divers à réintégrer, quand j'ai cliqué dessus, il m'a ouvert un formulaire pour ajouter une ligne. Je vais appeler ça amortissement reporté, article 39C du CGI, donc le Code général des impôts, mais 2833 €. Hop, c'était 2883, pardon. Hop. Donc j'avais un déficit de 2883, je fais un retraitement fiscal pour 2883 et je me retrouve avec un résultat de 0 et donc pas d'impôt à payer sur ma location en régime réel. Si vous vous souvenez, le régime micro-BIC, j'avais 8 200 € de loyer. Si je paye avec un abattement de 50%, ça me génère 4 100 € de base imposable en fonction après de vos autres revenus et on paye aussi dessus la CSG, CRDS, les prélèvements sociaux. Ces amortissements que je n'ai pas déduits sont pas perdus. Je dois mettre en place un suivi de ces amortissements et pour ça, on a une annexe spécifique qui existe. Donc, on trouve dans gérer les feuillets, puisqu'on les a pas toutes mis pour pas alourdir la saisie pour ceux qui sont pas concernés. Et donc, c'est le fameux article 39C. Je vais le cocher. Et j'ai un nouvel onglet qui est apparu. Et dedans, je vais mettre mon état de suivi des amortissements. Du coup, je détiens 100% du bien. Je ne suis pas en société, je suis bien détenu directement par des personnes physiques ou des exploitants individuels. Je reporte le chiffre que j'avais dans ma déclaration de l'année précédente, par exemple 4 500 €. Je reporte le chiffre que j'ai pas déduit cette année, 2 883 €. Et donc, j'ai 7 383 € d'amortissement que je pourrais déduire quand j'aurai des bénéfices, et donc plutôt après la période d'amortissement et la période où je n'aurai plus d'intérêt aussi. Si jamais je suis déjà dans ce cas-là, c'est ici que j'impute mes déficits de façon à ne pas avoir de résultats imposables et de continuer à récupérer ces amortissements que j'ai pas déduits. Voilà pour la déclaration. Les autres écrans ont été remplis à partir du logiciel d'IMO et j'ai pas d'incohérence, les incohérences apparaissant ici. Donc ma déclaration est bonne. Je vais pouvoir l'envoyer en EDI. Et donc je peux démarrer la télétransmission que je dois faire avant le 15, 18, 20 mai, ça dépend de comment tombent les jours fériés. Je retourne à mon plan. Je pense qu'on a fait la déclaration de fin d'année, donc on est plutôt bien. Un petit focus que je vous avais déjà fait sur la facturation électronique. Je vous rappelle que en tant que loueur meublé, vous exercez une activité économique. À ce titre-là, vous relevez des gens qu'on appelle assujettis à la TVA, même si vous n'êtes pas redevable de la TVA. Parce que vous en êtes exonéré du fait de votre activité, l'activité de location de logement à titre de résidence est exonéré, sauf des cas d'option. Mais même si vous êtes exonéré de cette activité, vous êtes quand même assujetti à TVA. Et donc, vous relevez de la facturation électronique. Vous devrez donc, à partir du 1er septembre 2026, réceptionner vos factures par le biais d'une plateforme agréée et on est en train de développer notre plateforme agréée. Donc on vous a remis, peut-être qu'on essaie, je me demandais, enfin vous l'avez déjà dans la landing page que Quentin vous a mis dans la conversation, vous retrouverez le replay de ce webinaire et on va faire régulièrement des webinaires sur ce sujet.
Voilà, Quentin, pour les éléments que je voulais partager sur le cas pratique de la location meublée. Voilà, vraiment, j'insiste dessus, hein, la comptabilité, elle n'est pas très compliquée. Ce qui est compliqué, c'est de partir du bon pied, donc ne pas hésiter sur la première année et sur les années suivantes si vous en avez besoin, à faire votre comptabilité, mais à faire votre déclaration par un expert comptable ou à faire vérifier votre déclaration par un organisme de gestion agréé, de façon à avoir cette sécurité. Après, si vous vous documentez, si vous suivez les éléments, normalement, vous devez y arriver sans trop de difficultés. À toi. Merci Sylvain. Quelques questions posées par certains clients. Pour des achats de matériaux au-dessus de 600 euros, est-ce un investissement ou une charge classique? Quand on dit matériaux, je comprends par exemple peut-être de la peinture ou des choses comme ça pour des travaux qu'on ferait nous-mêmes dessus. Donc à partir du moment où c'est des travaux ou ça pourrait être du mobilier, hein, c'est un investissement et pas une charge classique. Vous changez le frigo, il fait 400 euros, on vous embêtera pas si vous le mettez en charge classique, même s'il a une durée de vie supérieure à une année, en tout cas c'est ce qu'on espère. S'il fait plus de 600 euros, vous devez l'amortir sur sa durée de vie prévisionnelle. Donc un frigo, je sais pas si on met entre 5 et 10 ans en fonction de. Ça marche, merci. En location classique, on a une obligation de donner des quittances de loyer aux locataires. Là, on est en BIC. On ne devrait pas plutôt faire des factures, d'autant plus si on fait de la location style Airbnb. Alors, vous pouvez faire des factures, tu as raison, enfin, la question est intéressante. Vous pouvez faire des factures. Vous aurez l'obligation d'émettre un reçu, surtout en Airbnb. La quittance en location classique, si c'est un logement qui est à titre de résidence principale, vous aurez la même contrainte juridiquement, je crois, que sur un logement nu. C'est-à-dire que vous devez la remettre obligatoirement si votre locataire vous le demande. Si vous la demande pas, vous n'êtes pas obligé de la remettre. Si jamais vous faites du Airbnb avec des professionnels qui vous demanderaient une facture en bonne et due forme, au 1er septembre 2027, vous devrez émettre cette facture au travers de la plateforme agréée. Je ne l'ai pas dit parce que effectivement, le temps nous a été compté et puis on a déjà fait pas mal de webinaires dessus, mais vous pouvez utiliser le logiciel de facturation de maconta.fr pour faire vos factures aussi. Merci. On a également une question. Je pense que ça serait intéressant que tu repartages ton écran. Quelqu'un qui voudrait savoir où est-ce qu'on peut trouver sur l'application, où est-ce qu'on peut retrouver la possibilité de consulter l'alias fiscal et l'envoyer par EDI. Juste peut-être remonter le menu dans la page d'accueil quand tu te connectes. Du coup, je ressors de mon menu. Donc là, je suis sur le menu d'arrivée, effectivement. Hop, j'ai cliqué dessus, pardon. Donc c'est dans déclaration fiscale et donc c'est dans l'alias fiscal. Et donc là, j'ai l'alias que j'ai faite. Et je peux, du coup, à partir du moment où je suis dans l'alias, l'envoyer en EDI en cliquant ici et en démarrant la télétransmission. Alors là, il devrait bugger voilà. Bon, attention, je suis sur un dossier en production, ça c'est un message pour nous, de façon à ce qu'on n'envoie pas des déclarations à la place de nos clients, vous n'aurez pas ce message. Et en fait, il suffit que je continue là, et la déclaration va partir automatiquement, sera contrôlée par les impôts, et vous aurez le retour du statut accepté ou pas, directement dans le logiciel. J'ai Merci répondu à Sylvain. ta question. Oui, très clairement. On a également une autre question sur est-ce que début janvier, nous pourrons envoyer la liasse fiscale relative à notre LMNP 2025 ou bien faut-il attendre le millésime suivant qui sortira qu'en avril 2026? Alors, vous pouvez, il y a une tolérance de l'administration fiscale qui accepte que début janvier, votre liasse fiscale soit faite sur la trame 2025 et qu'elle n'attende pas, alors qu'il y a une trame 2026 qui sera applicable pour toutes les clôtures à partir du 31 décembre 2025 inclus. Mais si vous la faites sur le millésime 2025, vous n'aurez pas de soucis.
tant qu'il n'y a pas de gros changements de présentation de l'alias. Et en fait, tant que le résultat fiscal déclaré est cohérent. Donc oui, tu peux faire ta déclaration fiscale de l'année civile 2025 en EDI en janvier ou en février. Pas du tout obligé d'attendre qu'on ait fait les mises à jour et la bascule du formulaire qui se fait fin mars, début avril. Ok, merci. On a ensuite une question purement commerciale auquel je vais répondre directement. Maconta.fr pour les professionnels sociétés fonctionne par module devis, facture, compta, alias, paye, immobilisation, auquel s'abonner en fonction du besoin, auquel on peut s'abonner en fonction du besoin. Pour les LMNP, est-ce un package complet ou bien est-ce le même fonctionnement? Que vous soyez LMNP, société, profession libérale, association, etc., tout type de forme juridique, maconta.fr fonctionne par module, ce qui vous permet de ne payer que pour vos besoins réels sans avoir de fonctionnalités inutiles dans votre interface. Voilà, je préférais juste clarifier ce point parce que ça peut porter à confusion. On a ensuite peut-être une dernière question pour savoir si les informations sont-elles aussi valables pour les loueurs de meublés professionnels, notamment pour la durée d'amortissement des investissements, par exemple une climatisation. Alors oui, les informations, qu'on soit professionnel ou non professionnel, la différence du professionnel non professionnel, ça dépend du volume d'activité, hein, on l'avait vu la dernière fois, du montant des recettes et du montant des autres revenus du foyer. Et la différence après que ça implique, c'est le régime social. Après, on a une différence aussi au niveau du régime un petit peu des déficits et du régime des plus-values. Mais sur la partie amortissement, on est dans les mêmes choses, c'est les mêmes règles qui s'appliquent, c'est la durée de vie prévisionnelle du bien qu'on est en train d'amortir. Donc une climatisation, si vous avez climatisé entre 8 et 15 ans, on est sur une durée raisonnable. 8 ans si vous n'avez pas de chance et qu'elle tombe en rade. 15 ans si vous avez de la chance et qu'elle est bien entretenue et qu'elle dure un petit peu plus longtemps. Merci. Une dernière question qui vient d'apparaître. J'ai 4 studios sur la même commune. La CFE est par adresse ou par commune. Dans mon exemple, dois-je payer une seule CFE ou 4 fois pour mes 4 studios? Désolé. Euh, J'aurais. Check. Je vais dire Joker pour pas dire de bêtises. Comme ça, j'ai pas la réponse du tac au tac, mais je promets, tu notes la question et qu'on fera suivre la réponse à l'utilisateur, au client concerné. Tu Ouais, feras ça, tu me mets ça dans un chat et je le la fais. personne qui nous a posé la question, si elle peut nous la reposer par mail à l'adresse commerciale@maconta.fr. Comme ça, on pourra regarder et vous apporter une réponse dans la journée. T'as terminé, Sylvain, du coup? Pour moi, j'ai fait vraiment toute la partie la plus généraliste. Après, ben, forcément, c'est toujours difficile. On est nombreux, il y a toujours plein de petits cas. Donc, voilà, faut essayer de se rapprocher de ce qu'on a fait de généraliste. Mais oui, j'ai fini. Top, merci. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire, d'avoir pu poser des questions. Vous avez un questionnaire qui s'affiche sur vos fenêtres Teams. Encore une fois, c'est important pour nous que vous preniez une minute pour y répondre, qu'on puisse s'améliorer, répondre à certains points dans nos prochaines sessions sur les loueurs meublés. Et n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je vous ai partagé en début de webinaire, vous permettant de vous connecter à notre page dédiée au webinaire pour voir les prochains, voir les replays. Et n'hésitez pas à nous recontacter via le mail commercial@maconta.fr si vous avez des questions qui vous viennent dans cette fin de matinée ou cet après-midi, demain. À tout moment, on est là pour y répondre et vous aider à utiliser nos logiciels. Un grand merci à tous et à très Et je vais, bientôt à notre. Ouais, ouais, je vais juste rajouter, parce que ta phrase de conclusion m'y a fait penser. Tout ce qu'on a dit là s'applique en 2025. Il y a des choses qui sont dans les projets de loi de finances de 2026, mais on va pas faire de politique.
met les projets de loi de finances, quel sera notre budget, quelles seront les mesures qui seront prises dedans. Et ben, si jamais il y a des updates à faire début 2026 ou en février 2026, on refera un webinaire pour présenter les différences. Top. Merci Sylvain. À très bientôt. Merci Au à revoir à tous. tous. Au revoir.